La Corse, première destination de ce numéro de Méditerranéo. L'île, dans sa tradition d'accueil, abrite depuis quelques mois une famille de Syriens persécutés par la guerre. Puis nous suivrons des voyageurs venus de leur plein gré à Dubrovnik en Croatie, une ville victime d'un trop-plein de visiteurs, particulièrement l'été. À découvrir également Napoli Sotterranea, en français la Naples souterraine. Des kilomètres de galeries antiques dont il reste de beaux vestiges et qui regorgent toujours d'histoire et de vie. Enfin, notre séquence mémoire nous emmènera à Istanbul, où les courtiers en devises tiennent les cordons de la bourse au beau milieu du Grand Bazar. Belgodère, village au nord-ouest de la Corse, accueille depuis mars dernier la première famille de Syriens réfugiés dans l'île de Beauté. Les époux Al-Ramoun et leurs 4 enfants étaient depuis 5 ans dans un camp au nord-Liban. Premier pas d'une intégration. H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q. Il y a 6 mois, l'alphabet latin leur était totalement inconnu. Aujourd'hui, il n'a quasiment plus de secret pour Ilaf, 8 ans, et Aïcha, 6 ans. Le résultat en grande partie de ce cours hebdomadaire. Sous forme d'exercice ludique, un professeur leur apprend le français. Ça, c'est les crayons rouges. Ça, c'est un stylo. Ça, c'est stylo rouge. Stylo le feutre rouge. Ça, c'est très bien. Rouge. Très bien. Est-ce qu'on entend P dans table? Là s'arrête leur statut particulier car quand les 2 sœurs réintègrent les bancs de leur classe, Très bien. elles deviennent 2 élèves comme les autres. Les enfants y sont pour quelque chose. À l'annonce de l'arrivée de ces fillettes venues du bout du monde, ils ont été émerveillés, curieux aussi. Ils étaient très intrigués, ils m'ont posé énormément de questions. Comment ça se passe dans leur pays? Où se trouve leur pays? Pourquoi elles ont été obligées de s'en aller? Ils étaient extrêmement curieux. Et si bien que toutes les semaines, ils me demandaient quand est-ce qu'elles vont arriver. On a vraiment hâte d'être amis avec elles, etc., même avant de les connaître. Et lorsqu'elles sont arrivées, là, ça a été absolument merveilleux avec les enfants. Ils étaient tellement heureux de les voir arriver qu'ils les ont très vite intégrés au sein du groupe classe. C'est un appartement mis à la disposition par la municipalité de Belgodère, meublé par les habitants, qui abrite le quotidien de la famille Al-Ramoun, loin, très loin de celui qui était le leur au Nord-Liban. Ils vivaient dans cette maison depuis qu'ils avaient fui la Syrie et le régime de Bachar el-Assad, une expérience douloureuse. Être syrien au Liban, c'est difficile. Il y a souvent des problèmes. On ne peut pas se déplacer comme on veut. Il n'y a pas la guerre, mais on n'était pas libre. Donc, on a décidé de partir pour donner une chance à nos enfants et à nous-mêmes. Cet autre futur, il a pour cadre Belgodère, un village de quelques 700 habitants entre mer et montagne. Ici, au cœur de la Balagne, entre pudeur et modestie, on a juste le sentiment d'avoir fait son devoir en devenant leur terre d'accueil. Nous avions demandé au service de l'État simplement de pouvoir recevoir une famille qui était dans un camp et où il y avait des enfants. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc nous savons que c'est des gens qui étaient en souffrance, qui ont fait le pari de se déraciner, qui est un pari, à mon avis, beaucoup plus difficile pour eux que pour nous, qui s'arrêtent simplement presque à ouvrir une porte d'un appartement et de les accompagner pendant quelques mois humainement et professionnellement pour pouvoir les intégrer. La grosse difficulté, elle est pour eux. L'accompagnement prend diverses formes. L'État, pour le moment, alloue un budget hebdomadaire de quelques 200 € à cette famille. Laetitia, elle assiste Amina et les siens dans certaines démarches. Banane. Le 30, c'est vendredi. On a appris à regarder la date de péremption et aller chercher éventuellement au fond du rayon frais les dates qui vont un peu plus loin. Ils n'ont pas la notion des prix parce qu'en Syrie, ce ne sont absolument pas les mêmes.
Les courses là-bas sont beaucoup moins chères, le prix des légumes, du poisson, etc., de la viande. Donc il faut leur montrer que pour respecter un budget qu'ils auront à respecter dans quelques temps. Je suis syrienne. Syrien. Syrienne. Syrienne. Sans la maîtrise de la langue française, l'autonomie ne peut être que relative, l'intégration aussi. Amina en est consciente, alors elle suit des cours, car elle ne veut pas d'une vie de recluse. Vous êtes, ils sont. J'ai mal ventre. Au ventre. Au ventre. C'est très important d'apprendre la langue. C'est fondamental pour nouer des contacts, pour se débrouiller aussi. Par exemple, si je vais à l'hôpital, savoir dire ce que j'ai. Je veux pouvoir communiquer avec mes filles en français, avec les gens aussi. Je ne veux pas rester à la maison et juste parler l'arabe. De leur vie d'avant, ils n'ont que des souvenirs, quelques recettes aussi, comme celle par exemple de ces gâteaux qu'Amina tient de sa mère. Son rêve serait d'en fabriquer pour les commercialiser, une expérience nouvelle, elle qui n'a jamais travaillé. De son père, Izzat lui conserve l'art de la culture, une passion à laquelle il avait dû renoncer dans son exil libanais. Dans les camps, pas de jardin, mais un travail. Il était carrossier, il devrait le redevenir bientôt en Balagne, la prochaine étape en fait. Cet été, la famille Al-Ramoun a franchi un palier ô combien important. Tous ont obtenu leur carte de séjour. Temporaire certes, mais elle signifie déjà beaucoup. Une couverture sociale bien sûr, une reconnaissance surtout. Je suis très contente. Cette carte est la preuve de notre existence en France. On peut désormais faire notre vie tranquillement. Cette carte est la promesse d'être désormais sur cette terre une famille comme les autres. Une joie qu'ils partagent avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs restés au Liban. Les contacts avec les leurs sont quasi quotidiens car l'envie de leur raconter cette nouvelle vie est omniprésente. Ça va? Ça va bien, merci. Comment ça va? Ça va bien, merci. Trop de tourisme tue-t-il le tourisme? Pour la population locale comme pour les visiteurs, il devient difficile de vivre ou d'explorer sereinement les grandes villes de la Méditerranée. C'est le cas à Barcelone, en Espagne, mais également à Dubrovnik, en Croatie. Et là, c'est même la sécurité des uns et des autres qui peut être en jeu. Une mer bleu azur, une cité fortifiée. Dubrovnik, destination de rêve pour les touristes européens, trop nombreux pour certains. En avion, par bateau de croisière, les vacanciers débarquent chaque jour par milliers sur ces quais. Bonjour. Une ville inondée par les touristes à chaque coin de rue, des groupes avec leurs guides. En plein mois d'août, c'est la foire d'empoigne pour entrer dans la vieille ville comme sur ces images. Impossible de bouger. Le balai de touristes est incessant. Je pensais que ça allait être un coin un peu plus préservé. Peut-être que c'est le côté un peu moins sympa. C'est normal, si il y a quelque chose de beau à voir, c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde pour le regarder. Ça devient une part d'attraction. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Mais alors, il faut venir très tôt le matin, peut-être à 5 h du matin, on peut prendre des photos correctement. Hein. L'enfer dans la vieille ville, la même chose à l'extérieur. Embouteillage pour prendre le bus, rue saturée par la circulation. Regardez, c'est la jungle. Il n'y a aucune loi. Là, il y a des bus, là-bas des navettes. Oups, désolé. Ivo Karapezic est membre d'une association de défense de Dubrovnik. Cette ville, il la connaît par cœur et selon lui, le tourisme de masse l'a désorganisée. Là, on arrive dans la rue Pricot. C'est une rue qui est connue pour ses restaurants. Mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles sur combien de tables ils peuvent installer, comment les placer. Des fois, on ne peut même plus passer. Mais certains commerçants y trouvent leur compte. Pour moi, c'est bien qu'il y ait autant de touristes. Ça fait vivre mon commerce. Dubrovnik, c'est une belle ville. Les gens ont le droit d'en profiter.
D'autres, au contraire, estiment que cela commence à nuire à leur chiffre d'affaires, comme cette galeriste pour touristes. Les gens marchent en buvant et en mangeant. C'est ridicule. Ils ne profitent de rien. Samedi dernier, il y avait 10 000 visiteurs à Dubrovnik. J'avais 3 salariés dans la galerie. Et qu'est-ce qu'on a gagné? 0. Résultat, la population locale a déserté le centre-ville. 5 000 habitants il y a 20 ans, à peine 1 500 aujourd'hui. Les touristes s'en fichent qu'on habite ici. Hier soir, il y avait tellement de bruit. Il y avait une bande de jeunes ivres sous la fenêtre. Moi, tout le monde a déménagé dans mon quartier. Ils ont vendu leur maison? Ils ont vendu leur maison. Maintenant, ce sont des appartements pour touristes. En quelques années, le tourisme à Dubrovnik a explosé et cette situation inquiète l'UNESCO, qui menace le gouvernement croate. L'organisation internationale pourrait même retirer le titre de patrimoine mondial de l'humanité au mur de la vieille ville. Alors comment réguler ce tourisme de masse? Pour le maire, la réponse est simple, il faut le contrôler. Son moyen, 5 caméras installées aux entrées de la vieille ville. Là, vous avez une caméra qui compte le nombre de personnes qui entrent dans la vieille ville de Dubrovnik. À l'instant où nous y étions, il y avait 6 504 touristes. Le maximum de touristes que Dubrovnik peut accueillir, c'est 8 000. Au-delà, la sécurité des touristes n'est pas assurée s'il y a un incendie ou un autre problème dans la vieille ville. Désormais, les vacanciers qui ne viennent que pour une journée devront réserver à l'avance leur ticket d'entrée pour la vieille ville. Ils n'auront qu'entre 2 et 4 heures pour visiter ces ruelles, pas 1 minute de plus. Limiter les visites, une idée qui divise les vacanciers. Ça peut être une bonne mesure. Mais ce tourisme rapporte beaucoup d'argent à la ville. Ça peut ralentir le tourisme de passage, les gens qui viennent ici. On va voir Dubrovnik, prendre des photos. Les rues de Dubrovnik ne vont pas se vider du jour au lendemain. Le nombre de visiteurs a augmenté de 20% en un an. À Naples, pour échapper à la foule, les touristes peuvent visiter d'incroyables galeries souterraines. Creusées dans le sous-sol du centre historique de la ville, elles sont un lieu d'histoire et de légende où se croisent l'empereur Néron ou les barons de la mafia. De nos jours, elles abritent de nouvelles activités et forcément de nouveaux secrets. À la recherche d'un trésor insoupçonné. Avec les lumières des bougies comme seul guide, la ville de Naples vous propose, sous ses pieds, un décor irréel. 80 km de galeries souterraines, tout un réseau situé à 40 mètres sous le centre historique. Une ville sous la ville, tel un iceberg méconnu. Ici, c'est une ville parallèle. On récupérait les pierres pour construire les maisons en surface. Ce sont des pierres volcaniques très anciennes que tout le monde venait chercher pour bâtir des habitations. C'était la coutume. Toutes ces caves ont été transformées en citernes pour récupérer l'eau. Un système très pratique et très au point. Ainsi, le grand aqueduc a fonctionné jusqu'en 1885. Ces premières carrières remontent à la fin de l'ère préhistorique, il y a environ 5000 ans. Bien après, les Grecs ont construit la ville de Néapolis, en recueillant cette roche tendre résultant des débris volcaniques issus du Vésuve tout proche. Depuis l'Antiquité, la méthode a perduré pour l'édification de la future Naples. Les Romains réalisèrent un énorme aqueduc et des citernes qui assuraient le ravitaillement en eau de la ville. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes ces galeries ont servi d'abri anti-aérien. Beaucoup de familles napolitaines ont trouvé là un refuge salvateur. Rendez-vous compte que pendant la guerre, près de 20 000 bombes ont été lancées sur Naples. Tous ces souterrains sont devenus une seconde maison pour les Napolitains. Tout le monde venait ici. Accompagnés de leurs enfants, ils apportaient leur nourriture. Ils passaient des journées entières avant de remonter à la surface pour récupérer les produits de première nécessité. Nombreuses sont les légendes qui courent le long de ces galeries. Un décor qui se prête aussi à toutes les histoires.
Mais la plus emblématique d'entre elles se trouve sans conteste au détour d'une rue de Vieux-Naples, dans cette maison d'apparence anodine. Il faut savoir que pendant la guerre, il existait beaucoup de trafic. Un grand marché au noir, une véritable bourse parallèle où l'on pouvait trouver tous les genres de produits. Avec ici, dans cette pièce, une particularité surprenante. Dans le souterrain, sous cette maison, on conservait toutes ces marchandises. Mais dans ce souterrain, il y a une énorme surprise, vraiment. On la surnomme chez nous la magie napolitaine. Regardez plutôt, le lit se déplace. Dessous, on a modifié le plancher. E sotto la botola c'è una sorpresa, qualcosa di incredibile veramente. Pensa. Et en bas, quelque chose d'incroyable. Tout simplement un théâtre gréco-romain. Un théâtre où l'empereur Néron lui-même se produisait. Adesso andiamo un attimino a vedere di che cosa si tratta e scendiamo da questa parte. Il ne reste que quelques vestiges de ce glorieux passé. En 1550, ce théâtre fut pillé pour construire des habitations en surface. Toutes ces galeries relient entre elles plusieurs places du centre historique de Naples. Un moyen de fuite également pour la famille royale qui pouvait ainsi rejoindre le port de la ville. En 536, l'armée byzantine envahit Naples par surprise en passant par ces tunnels. Plus récemment, la redoutable Camorra avait utilisé l'une de ces cavités pour installer un laboratoire de drogue souterrain. Les tunnels d'évacuation débouchaient directement au domicile du chef du clan. Aujourd'hui, une association se bat quotidiennement pour faire vivre ce site exceptionnel, en proposant aussi des initiatives originales. Ici, nous avons créé cette serre souterraine. Nous avons planté du basilic, qui est un des éléments principaux de notre cuisine en Italie, surtout pour la pizza Naples, basée sur cette plante, avec également les tomates. Le basilic résiste parfaitement dans ces conditions. Il ne subit aucune variation climatique, car nous bénéficions d'une température constante grâce à nos lampes. Nous produisons en petite quantité, en collaboration avec l'Université agraire de Naples. Mais ce n'est qu'un début. Notre véritable objectif est de créer à terme une véritable serre souterraine. Nous avons lancé toute une série d'opérations pour valoriser ce site exceptionnel, comme par exemple la mise en place des serres naturelles, des projets alternatifs qui fonctionnent bien. Mais il faut tenir compte que nous sommes à une profondeur de 30 à 40 mètres. Ce n'est pas facile de travailler ici. C'est un vrai problème que de pouvoir s'occuper de tous ces souterrains. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup de détruits, même si on a pu en récupérer pas mal. Ici, c'est une sorte de cité en négatif. En parallèle avec la ville de Naples en surface, une ville faite de bruit et de fureur. Alors qu'ici, on bénéficie d'un silence bienvenu, à 40 mètres sous terre. Un parallèle édifiant. Naples aux deux visages. Le centre historique qui ne cesse de battre au rythme effréné de la troisième ville italienne. Et 40 mètres plus bas, un calme irréel qui remonte à l'Antiquité. 700 cavités ont à ce jour été recensées. Et ce n'est qu'une infime partie de ce trésor historique. Selon les experts, il resterait encore 2 millions de mètres carrés de grottes à explorer. Les catacombes à nul autre pareil. Sanctuaire mystérieux, passage secret, crypte oubliée, le Naples souterrain est loin d'avoir délivré tous ses secrets. Dans un quartier d'Istanbul, en Turquie, c'est au grand jour que sont fixés les cours des devises, en particulier du dollar américain, véritable deuxième monnaie du pays. Une bourse à ciel ouvert dans le grand bazar de la ville, mais si puissante qu'elle faisait référence pour tous les acteurs du monde financier, y compris officiels. C'est la séquence mémoire de cette émission.
Istanbul s'apprête pour la grande prière du vendredi, tandis que les fidèles font leurs ablutions au pied de la mosquée Nuri Osmaniye, à 2 coudes et une porte de pierre de là, dans un recoin peu connu des touristes du Grand Bazar. D'autres hommes, plus nombreux, semblent se préparer à d'autres rituels. En guise de chapelet, des téléphones portables. Pas de Coran, mais des billets de banque. Pas de muezzin pour les appeler, pourtant tous semblent obéir à un chant invisible. Vers 10 h du matin, ils délaissent les verres de thé, s'affairent et s'attroupent dans la ruelle, font corps avec leur téléphone. Peu après 10 h 15, la ruelle est comble et au vacarme des ordres et contre-ordres au téléphone s'ajoutent les cris de « j'achète, je vends ». 10 h 30, la ruelle est plus que pleine. Ce que les Stambouliotes nomment la bourse debout, ou plus poétiquement la bourse baladeuse, bat son plein. On commence par annoncer les cours à 10 h. C'est ici que se déterminent les cours pour toute la Turquie. Tous les prix sont déterminés ici. Et c'est d'ici qu'ensuite les prix se rediffusent dans toute la Turquie. Il y a aussi une bourse de l'or là à côté, juste un peu plus bas que la nôtre. Tout se fait ici, qu'il s'agisse des devises ou de l'or, tout part d'ici. Et même la bourse d'Istanbul nous suit. Si les courtiers se massent dans l'étroite ruelle Altınşehir, ruelle des Orfèvres, c'est par habitude ou fidélité. Naguère, les transactions sur les devises étaient interdites en Turquie et les changeurs, alors illégaux, avaient élu cette ruelle pour sa discrétion relative. À l'époque, peu de gens connaissaient cet endroit, mais certains, notamment de gros industriels, étaient au courant et avaient recours à cette bourse. Malgré l'interdiction, des gens connaissaient cet endroit. Les prix se déterminaient aussi ici, en ce temps-là. La police vous poursuivait ? Oui, il y avait de temps en temps des descentes de police et on devait disparaître. Et on ne pouvait pas se balader tranquillement avec les talkie-walkie. Et puis, ce marché a été légalisé pendant la période de Turgut Özal et on a été soulagé. Ce marché, devenu légal en 1984, c'est le marché des devises, en fait avant tout celui du dollar, qui est de fait la véritable monnaie de la Turquie. Les courtiers d'Altınşehir travaillent pour les centaines de bureaux de change privés du pays, dont l'activité consiste à frénétiquement changer des dollars en livres turcs et vice-versa, en fonction des mouvements de l'un ou de l'autre. Dans un pays où tout achat ou prêt de quelque importance ne peut s'effectuer qu'en dollars, mais dont la monnaie officielle reste la livre turque, ces courtiers ont une importance aussi grande qu'est petite la ruelle. Dans les bons jours, les transactions d'Altınşehir atteignent le milliard de dollars, près de 900 millions d'euros. Et depuis la crise politico-financière de février 2001 et le régime de change flottant qu'elle a entraîné, tout le monde en Turquie accorde plus de crédits au taux fixé par la ruelle d'Altınşehir que ceux de banques turques connues pour leur irréalisme et leur opacité. Mais ne comprend pas la bourse debout qui veut. Même si l'on parle turc, on sera dérouté par le langage codé des courtiers qui parlent de quarts, de pleins ou de rennes, nom de code désignant des Deutschmarks, des francs ou des dollars, qui se négocient en pièces, soit milliers, ou tonnes, c'est-à-dire millions. Un ésotérisme qui ne décourage pas les vocations. Quel âge avez-vous ? J'ai 19 ans. Comment avez-vous commencé ce boulot ? Je travaillais en face. Je suis venu il y a 2 ans. J'ai commencé dans un bureau de change. Ensuite, je suis venu ici et je me suis habitué petit à petit. Y a-t-il des courtiers encore plus jeunes que vous ici ? Oh oui, il y en a de plus jeunes. Les plus jeunes d'entre nous ont 15 à 16 ans. Un courtier d'Altınşehir gagne de 500 à 1000 dollars par mois, soit un salaire très largement supérieur à la moyenne en Turquie et qui a l'immense avantage de les prémunir contre le désastre vécu par la majorité de leurs concitoyens payés en livres turcs qui ont perdu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat pour la seule période de février à mai 2001. Ce privilège s'explique en partie par le niveau de confiance et d'autodiscipline sans lequel la bourse baladeuse ne pourrait exister. Des transactions se soldent par des échanges en liquide et certains ici transportent dans des sacs en plastique ou des havre-sacs des sommes pouvant atteindre 1 million de dollars. Ce jour-là fut un jour moyen, presque médiocre pour la bourse baladeuse. Les courtiers les plus efficaces avaient traité chacun 500 000 dollars vers 17h30. Le dollar s'échangeait à 1 153 livres turcs contre 1 165 la veille. À 18h,
Comme calqué sur l'autre bourse d'Istanbul, la bourse officielle, la bourse de la Ruelle fermait. Des ouvriers venaient y réparer un climatiseur, coupable d'avoir taché plusieurs courtiers. Dans moins d'une heure, la police fermera comme chaque soir les portes de ce coin de bazar, Tahtakale. Les portes de Tahtakale seront rouvertes demain matin et tout recommencera. Cette émission se termine. Rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Méditerranée.